Et André Berkoff qui reçoit Bernard Cron, ancien chirurgien, membre de l'Académie de chirurgie et vice-président de l'internat de Paris. Alors Bernard Cron, bonjour, on est toujours ravis de vous accueillir. Vous êtes Monsieur Santé de Berkoff dans tous les états et de Sud Radio d'ailleurs. Bernard Cron, qu'est-ce qui se passe? On va parler d'Agnès Buzyn, de ses déclarations, mais on ne va pas tellement parler de l'AME, on en a déjà beaucoup parlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 mois qu'il y a une grève des urgentistes. Il va s'ajouter une autre grève bientôt, vous allez en parler. Et puis on va vers, est-ce que par exemple le 5 décembre, il va déjà avoir une grève du service public? Est-ce que tout ça va s'ajouter? Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? À chaque fois, on revient là-dessus. Mais là, cette grève des urgentistes, qui quand même 6 mois, c'est beaucoup 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre système de santé, qui était le numéro 1 du monde, est actuellement en crise et tout est en train de craquer. Et dans un livre qui s'appelait « Chirurgie chronique d'une mort programmée », je décrivais l'origine du mal. Oui, vous l'avez raconté, et absolument. André, vous m'avez proposé d'écrire la suite, c'est-à-dire les mesures à prendre pour sauver notre système de santé, qui est encore un excellent système, et on est passé du numéro 1 au 24e rang des pays de l'OCDE. En combien de temps? En l'espace de 20 ans. D'accord. De 1 à 24. De 1 à 24. Et l'origine du mal, c'est la politique. Les médecins sont détestés par les énarques et par l'administration, et les dépenses de santé ne peuvent que croître avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques et le cancer et la pollution. Et l'État veut freiner les dépenses en muselant les médecins. Alors, on a détruit le mandarinat. J'avais fait. Mais juste un mot quand même, Bernard Cron. Vous dites l'État déteste le médecin. Ça me paraît, ils sont pas complètement rachitiques du bulbe. Ils savent très bien que les médecins, ils en ont besoin pour se soigner. Donc, pourquoi ils les détestent? Ils les détestent parce qu'ils veulent changer le système. Ils ont créé un goulet d'étranglement pour la formation des médecins. Ça, on en a et ce parlé, que peut raconter Agnès Buzyn est faux. À la sortie des études de médecine, on a même eu des postes d'internes qui n'ont pas été pourvus en pédiatrie en Île-de-France. Ils ont été obligés de refaire le choix parce qu'on manque d'internes. Or, en tant que vice-président de l'internat de Paris, je voudrais dire un petit mot sur ce qui faisait l'excellence de la médecine. C'était la formation qui pouvait se faire à 2 vitesses. Une vitesse universitaire lente et une vitesse par concours rapide où les meilleurs avaient accès aux meilleurs services, et c'est ce qui existait pour ma génération. Et ça a été supprimé. C'est supprimé. Maintenant, avec le portage santé de 3 ans, on copie le LMD parce que la France veut copier des pays, non pas parce que c'est mieux, mais parce qu'il faut s'aligner en Europe à un certain nombre de décisions. On est en train, avec la politique des quotas qu'ils veulent mettre en place, de déshabiller des pays comme la Bulgarie, la Roumanie et les pays du Maghreb en faisant venir des médecins pour occuper des postes dans nos hôpitaux. Alors qu'eux, là-bas, ils ont besoin de médecins. Alors qu'ils ont besoin de médecins chez eux. Absolument. Donc c'est une politique en non-sens. Alors les urgentistes, pourquoi ils sont en grève? Parce que toutes les urgences vont à l'hôpital. 225 millions de passages par an. Oui, c'est-à-dire que tout le monde, dès qu'il y a un bobo ou quoi que ce soit, on va aux urgences. On a 39,5, sans savoir si on est malade, quelle est la région. Au lieu d'attendre le lendemain pour voir son médecin généraliste, on se rend aux urgences. Alors, c'est un drame pour les urgences pour 2 raisons. La première, c'est que les choses graves viennent se mélanger là-dessus. L'Académie de chirurgie, dont je suis membre, a fait un rapport sur cette situation en recensant 1500 urgences de chirurgie. Eh bien, ils ont considéré que 40% étaient mal prises en charge. Pourquoi? Parce qu'elles se mélangent à la bobologie dans les services hospitaliers. Les urgences sont dans un monopole des urgentistes. Et il n'y a que les urgentistes qui les reçoivent. À l'époque où il y avait des internes nommés par concours et qui étaient compétents et bien formés, c'était nous qui reçurions les urgences. Et je me rappelle à Boucicaut, où le gardien qui recevait l'ambulance demandait « Où avez-vous mal ?» Le thorax, cardiologie, le ventre, chirurgie. Et 5 minutes après, je descendais de ma chambre de garde qui était au-dessus de l'entrée et j'allais voir l'urgence. Maintenant, l'urgentiste qui est surchargé, qui n'a pas le temps, va demander le sacro-saint scanner. On attend 6 heures pour faire le scanner. Quand le malade revient, l'urgentiste qui est occupé à faire un point de suture ne le voit pas tout de suite. Il ne sait pas trop ce qu'il y a. Il dit « Bon, j'appelle le chirurgien. Le chirurgien est en train d'opérer, ne peut pas le voir tout de suite. Bon, mettez-le dans mon service. » On le met dans le service. L'équipe de nuit arrive, n'est pas prévenue qu'il y a une urgence grave. Et le malade peut rester comme ça 24-36 heures en retard de diagnostic et n'être opéré que le lendemain de l'entrée. Tout ça est
fait en dépit du bon sens. C'est un problème organisationnel et non pas un problème de moyens. Contrairement à ce que veut Patrick Pelloux, qui est un urgentiste parfaitement connu, il ne faut pas être en monopole, il faut pouvoir diversifier l'accueil des urgences. Les urgences, oui. Non, mais c'est un point. Et alors, pourquoi les infirmières opérationnelles veulent se mettre à leur tour en grève la semaine prochaine? Alors, on parle des IBOD, les infirmiers et infirmières de salle d'opération. C'est quoi? C'est infirmières de salle d'opération. Voilà. Oui. Il y a deux types de personnel, ceux qui préparent le matériel, qui s'occupent de la stérilisation, qui s'occupent de l'intendance, et ceux qui aident le chirurgien. Mais dans les générations anciennes, les internes bien formés aidaient le chirurgien en premier, et l'externe faisait l'instrumentiste. Ah ouais. Actuellement, les IBOD sont en position de monopole, puisqu'on a créé avec les normes et les référentiels un nouveau poste qui s'appelle l'infirmière diplômée de bloc opératoire. C'est ça. C'est 2 ans Infirmière d'études diplômée de supplémentaires. bloc opératoire. Oui. C'est 2 ans Oui. d'études supplémentaires par rapport à l'infirmière. Il faut une formation pratique. Personnellement, avec l'école d'instrumentation, je donnais des leçons à des jeunes instrumentistes. Je les formais en 6 mois par compagnonnage, en leur apprenant le nom du matériel chirurgical qu'on utilisait. Oui, on n'a pas besoin de 2 ans supplémentaires. On n'a pas pour ça. besoin de... Donc ça fait 5 ans. Donc pénurie de personnel. Alors, elles aussi, elles sont surchargées, c'est ça? D'une part, elles, elles sont oui. surchargées parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a pénurie de personnel avec les 35 heures. Quand on parlait de l'origine du mal, les 35 heures font partie de cette origine du mal. C'est clair. Alors, Mais- elles font des heures oui. supplémentaires. Oui. Il faut bien qu'elles fassent leur RTT puisqu'on ne leur paye pas leurs heures supplémentaires. Alors, elles récupèrent. Elles réclament, comme les urgentistes et comme les infirmiers des urgences, la même prime parce qu'ils ont le même travail pénible. Alors, c'est le saucissonnage des mesures d'Agnès Buzyn qui, elle, essaye d'agir en pompier, coup par coup, pour éteindre les incendies qui s'allument un peu partout. Mais ça va tourner à la Californie. Le feu va gagner l'ensemble des corporations. C'est les futures grèves qui s'annoncent avec les personnels de la fonction publique. À votre avis, ça va faire tache d'huile, tout ça? Mais ça il n'y va, a oui. pas de mesure pratique pour régler ces problèmes-là. Il n'y a que du coup par coup. Or, pendant des années, on a essayé de retarder l'explosion sociale par une redistribution très importante et grâce aux indemnités chômage, etc. Pour donner 2 chiffres, les dépenses de santé, c'est 240 milliards par an. Les dépenses sociales, c'est 450 milliards par an. Donc on redistribue. Mais il y a un moment, ça n'est plus possible. Prenez l'exemple des infirmières à l'assistance publique. Les aides-soignantes, c'est 1 300 € par mois. Comment peut-on se loger à Paris avec un tarif comme ça? Donc il y a pénurie. Les infirmières, c'est 1 800 à 2 200 € par mois. Même problème. Elles viennent de banlieues très lointains et les postes ne sont pas pourvus. Les services hospitaliers, un salaire hospitalier en début de carrière est de 3 500 € par mois pour atteindre 5 000 € pour les praticiens hospitaliers. 30 000 postes ne sont pas pourvus et sont occupés par des gens qui ne sont pas issus de nos diplômes. Donc la chaîne des soins est fragile et dans une chaîne, c'est le maillon faible qui casse, d'où les drames à l'hôpital qui pour l'instant dont on ne parle pas mais dont on pourra parler après vos différentes questions, André. Absolument. Non, mais on va reparler de façon régulière de cela, cher Bernard Cron, parce que... Alors, dites-moi juste un mot. On a parlé avec Charles Prats en début d'émission de ce rapport d'enquête parlementaire sur la lutte contre la fraude sociale. Et il y a eu quand même une déclaration incroyable. Ils disent, écoutez, il n'est pas matériellement possible de procéder à un chiffrage. Vous savez, on demandait combien de gens touchent les prestations. Et puis, ils disent, c'est inopportun politiquement. Mais pourquoi? C'est un euphémisme, ils ne veulent pas se pencher sur le problème. J'ai regardé un petit peu ces chiffres, il y avait jusqu'à 100 millions de cartes vitales en fonction. 40 millions... Alors que nous sommes 67 millions en tout. Oui, Et encore, mais certaines familles ont une carte vitale pour l'ensemble des ayants droit, puisque les enfants mineurs n'ont pas forcément leur carte vitale. Bien sûr. Donc il en reste encore 60 millions. Mais vous avez parlé des gabegies, on pourra en dire quelques mots. Ces gabegies sont absolument extraordinaires. À l'hôpital, j'en ai fait l'expérience pour ma propre épouse cet été. On ne m'a pas demandé la carte vitale, on l'a soignée, et puis on a reçu une facture par le percepteur. Par le percepteur, oui. Alors, on l'a payé, on est de bonne foi. Mais si quelqu'un vient de l'étranger en tourisme médical, s'adresse à l'hôpital,
on ne va pas lui demander sa carte d'identité. Si on lui demande sa carte vitale, il y a beaucoup de ressemblances, il peut donner la carte vitale qu'il veut, il peut faire ses soins, faire son intervention, et puis qu'est-ce qui l'empêche de repartir et de ne pas payer sa note ? Il y a eu comme ça beaucoup Donc il y a beaucoup de gabegies. Il y a d'autres gabegies, c'est les transports en véhicule. Inutile. Vous parlez aussi de pays étrangers, Bernard Cron. Oui. Vous disiez que effectivement, il y a aussi des gens qui rapatrient, évidemment, dans leur pays d'origine ou dans leur pays tel ou tel. Ça, André, c'est normal. Un travailleur étranger qui vient travailler en France a un salaire qui est supérieur à celui de son pays d'origine et il va aider normalement sa famille. Ce qui est la moindre des choses. C'est un budget important pour le Maroc, c'est le deuxième budget du Maroc. Alors, je ne critique absolument pas ce système. Ce que je critique, c'est la politique des quotas que veut mettre en place notre État pour pouvoir prendre des techniciens, des médecins, des infirmières venant de pays sous-développés où ils en ont besoin urgent. Ils en ont besoin chez eux. Alors, il faudrait changer notre système de formation. On met 85% d'une classe d'âge au bac. La moitié vont être des universitaires qui ne trouveront pas d'emploi parce qu'ils ne veulent pas bosser. Il faut faire une formation professionnelle pour former nos jeunes dans les métiers où il manque du personnel. C'est clair, ça on va en reparler de toute façon et c'est un vaste problème et un vaste programme, mais on voit bien le goulet d'étranglement. Restez avec nous, Bernard Cron, on va recevoir nos auditeurs. Et vous restez tous avec nous exactement, et c'est maintenant que vous dégainez votre téléphone et que vous composez le 0826 300 300 pour réagir à ce que vient de dire Bernard Cron, chirurgien qui refait un vaste bilan du service public hospitalier, de l'AME, etc. Vous pouvez aussi revenir sur ce qu'a dit André Berkoff avant, les 45 milliards d'euros de fraude de prestations sociales. Julien Assange qui est en très très mauvaise santé. Nadine Morano qui contre-enquête sur le quotidien. Voilà, vous dégainez vos téléphones et vous nous appelez. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états. France, la santé fout le camp. France, ta fraude se multiplie. Qu'est-ce qui se passe un peu partout? On est là dans tous nos états, mais vous aussi, et c'est une bonne chose. Auditeurs, je vous attends. Oui, et on reçoit en premier Olivier, qui lui aussi dans tous ses états, qui veut nous parler de la fraude sociale. Bonjour Olivier. Oui, bonjour André Berkoff et toute l'équipe. Oui, bonjour Olivier. Et je rejoins ce que vous dites parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2017 qui rejoint ce que vous expliquez sur quand les morts touchent des pensions de retraite de la sécurité sociale. Ouais. C'est-à-dire toujours la Cour des comptes émet des rapports, mais ils ne sont jamais suivis de fait par le gouvernement ou les différents gouvernements. Et il y a 7 milliards d'euros qui sont envoyés hors des frontières françaises. Et il y a même des pensions de retraite à des tirailleurs algériens qui ont 117 ans, on ne sait pas s'ils sont vivants. C'est des contrôles qui sont pas forcément effectués, c'est simplement un fichier à remplir, une feuille. Et malheureusement, c'est très peu de contrôles. Ça ne concerne pas que l'Algérie, il y a le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Italie. Et c'est vrai que ces 7 milliards, ça rejoint un petit peu une chose. Les Gilets jaunes demandent le rétablissement de l'ISF. Ils devraient plutôt arrêter ça et demander à ce qu'on rapatrie ces 7 milliards pour réintégrer dans le giron français parce qu'on paye des fantômes. Et ce sont les enfants ou les petits-enfants qui perçoivent cet argent de retraite. Malheureusement, c'est de l'argent des prestations sociales. Voilà. Et ça, vous savez pourquoi le gouvernement ne fait rien ? Pourquoi, pour éviter des problèmes diplomatiques. On a toujours l'histoire de la repentance avec l'Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Et si on commence à balancer publiquement ça, on va se recevoir de la part d'Algérie des reproches continuels, etc. Donc, colonialistes, racistes et xénophobes, c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est juste pour éviter des remous. Alors que quand on a... je rejoins aussi votre invité qui parlait qu'on pille les médecins, etc. La fameuse politique migratoire récemment nommée. On a 9 millions de personnes qui sont dans une mer de noir, qui cherchent du travail, etc. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de rajouter de la misère à la misère, c'est-à-dire en disant ces 9 millions, on les ignore, on fait venir des migrants économiques. Mais on a la main-d'œuvre sur place, voilà. Donc le problème... c'est la formation. Exactement, mais la formation professionnelle, vous savez, c'est 20 milliards par an. Il y a combien de millions qui réellement sont utilisés pour cette formation et où va l'argent? Donc c'est ça. Mais sur le rapport de la Cour des comptes, il a été, ça date en 2015. Les faits, c'est 6,5 milliards, mais le rapport a été sorti en 2017 et il n'y a pas eu de suivi de faits fait par le gouvernement français. Tout à fait, Olivier. Bernard Cron, vous
vous abondez dans le sens de l'analyse d'Olivier? Totalement, c'est un problème politique. Et il suffirait de faire une carte vitale infalsifiable comme un passeport pour qu'il n'y ait plus de fraude. Pourquoi on ne le fait pas? C'est pas très compliqué à faire. Oui, mais enfin, il y a aussi cette histoire des centenaires, il y a aussi cette histoire des gens... Une fois qu'on a sa carte vitale, elle est là. Avant d'être radiée, elle n'est pas radiée, elle reste en circulation. Donc il suffirait de changer les cartes vitales et de faire des cartes infalsifiables, comme dans les passeports biométriques. Comme pour les passeports, c'est un problème très simple, qui est un problème politique. Merci Olivier. Et on accueille Janine qui elle aussi a composé le 0826 300 300. Janine qui veut elle aussi revenir sur la question des médecins qui ne sont pas remplacés. Oui Janine, bonjour. Oui, monsieur Berkov, bonjour. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences, c'est parce qu'il y a des médecins qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés, même dans Paris. Bon, c'est pas mon cas, mais j'ai mon médecin qui part à la retraite. Heureusement, il y en a un autre qui va remplacer. Ouais. Mais un médecin, il faut 10 ans pour le former. Gouverner, c'est prévoir. Un médecin ne peut pas travailler jusqu'à la mort. Donc, il y a au moins 20 ans qu'on aurait dû faire le nécessaire pour supprimer le numerus clausus et former le nombre de médecins nécessaires. Et deuxièmement, pour obliger les médecins qui sortent diplômés d'État de prendre la place au moins pendant 5 ans des médecins qui prennent la retraite. À Paris, comme dans les grandes villes, dans les campagnes, ça aurait résolu une bonne partie du problème. Ben peut-être un peu, alors Bernard Cron, un peu de civisme peut-être chez les médecins quand même. C'est pas un problème de civisme, cette auditrice a raison, il y a un problème grave. Mais merci monsieur Jacques Rallic et Jacques Barrault, le numerus clausus avait été ramené à 3500 alors qu'il faut 8 à 12 000 médecins par an à la sortie. Mais Agnès Buzyn a supprimé le numerus clausus à l'entrée, mais elle l'a pas supprimé à la sortie, puisqu'il y a actuellement que 8200 médecins qui sortent par an. Alors, ce n'est pas que les médecins n'ont pas de civisme, c'est que la société a changé. Au pays des 35 heures, nos jeunes médecins, hommes et femmes confondus, car il n'y a pas de différence en fonction du sexe, ne veulent pas travailler comme leurs aînés 70 heures par semaine. Ils ne s'installent plus parce que pour travailler dans un cabinet médical à 25 € la consultation, il faut travailler 70 à 100 heures par semaine avec l'administration. Donc ce n'est pas l'absence de civisme des médecins. Alors obliger les médecins à aller dans les déserts, ils partiront à l'étranger. Au Québec, c'est 250 000 $ dans les déserts, le salaire d'un médecin. Donc ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de revenir à l'élitisme et d'avoir cette formation d'excellence par les concours hospitalo-universitaires qui permettait de brûler les étapes et de former d'excellents médecins généralistes grâce à l'externat par concours en 8 ans au lieu de 12. Parce qu'actuellement, l'internat de médecine générale va être prolongé d'1 an. Mais ce ne sont plus des internes, ce sont des docteurs juniors en formation. Certaines mauvaises langues disent même que le niveau d'un docteur junior de première année quand il entre en fonction d'interne, est à peine du niveau des externes de l'ancienne génération par concours. Donc là n'est pas la solution. Quant aux urgences, c'est l'hôpital qui veut accueillir les urgences, car ça rapporte 5 milliards par an, les 25 millions de passages par an, car un hôpital rapporte 5 milliards à l'hôpital. 5 milliards par an. Car chaque urgence, pour 2 points de suture ou une petite entorse, avec les différentes dotations, touche entre 200 et 250 € par urgence. Ça, c'est important. Attendez, vous dites, Bernard Cron, que même si je vais me bonner pour un bobo au doigt, il y en a qui vont aux urgences pour un bobo au doigt, ça rapporte avec les différentes prestations 200 € à l'hôpital. Et que ce soit une petite chose ou rien. Chiffres. Janine, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis d'accord avec vous. Si je puis me permettre, je voudrais ajouter quelque chose qui concerne la grève qui commence le 5 décembre. Oui, allez-y. Je voudrais lancer un appel. Je voudrais d'abord que la grève soit une grève générale reconductible, mais à condition que la grève soit interrompue pendant les fêtes de fin d'année et reprise ensuite. Deuxièmement, je voudrais vous dire une chose qui est très grave, que vous savez probablement, M. Berkov, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Il y a énormément de gens qui sont syndiqués comme moi, qui suis fonctionnaire à la retraite, qui hésitent à aller manifester, même entourés par des services d'ordre syndicaux, de peur de se faire tabasser par des black blocs. Alors moi, je voudrais lancer ici un appel pour demander au gouvernement de voter une loi en urgence, comme ils savent le faire, pour pouvoir arrêter ces black blocs avant qu'ils ne passent à l'acte. Ils s'assoient sur les trottoirs, ils enfilent leurs vêtements et leurs cagoules, donc on sait pourquoi ils sont là. Pourquoi on les appréhende pas avant qu'ils commencent à tabasser qui des commerces, qui des hôpitaux comme à Necker,
qui des syndicalistes et qui empêchent les manifestants de faire ce qu'ils ont à faire. Mais Janine, vous avez tout à fait raison de dire ça. Et le vrai problème de savoir, est-ce qu'on veut les appréhender ou on ne veut pas les appréhender? Je ne vais pas faire de théorie là-dessus, mais il y a un vrai problème parce que ça fait 1 an que le problème, on sait très bien d'où ils viennent, les Black Blocs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une syndicaliste de la police a dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Les Black Blocs, on les connaît, on sait d'où ils viennent, on peut les arrêter avant qu'ils ne fassent leurs méfaits, mais me disait la syndicaliste policière, Linda Kebab pour ne pas la nommer, on ne nous donne pas les ordres. Voilà, il faut le savoir. Je voudrais rajouter, André, un petit mot là-dessus. On leur donne les ordres parfois, mais quand ils les arrêtent, ils sont remis en liberté. J'ai soigné le responsable du commissariat de police de Sartrouville, j'ai reçu une fois avec une fracture du crâne. C'était la 3e fois qu'il était blessé. Et il avait été blessé par quelqu'un qui l'avait déjà blessé auparavant, car en ne mettant pas le pied dans la porte, en interpellant quelqu'un, il a reçu la porte dans la tête. Et il m'a dit, les juges les condamnent peut-être, mais on ne fait pas les peines pour lesquelles ils sont condamnés. Allez, on reçoit maintenant Alexandre qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'adore ce que vous faites. Écoutez, j'aimerais intervenir concernant le tir de LBD sur le jeune et les tirs de LBD de manière générale. Oui. Il se trouve que je connais un petit peu les armes à feu, et pas que. J'ai des arcs de chasse, que je chasse à l'arc depuis 1985. J'ai des arcs sur lesquels j'ai le même genre de viseur, point rouge, qui sont sur les LBD. Il faut savoir que rien que le viseur en question, là c'est des viseurs militaires en plus, donc c'est encore plus cher, mais ça coûte entre 800 et 1000 euros, rien que le viseur, hein. Je ne parle pas de l'arme. C'est très précis, très précis. Sur 2 de mes arcs, j'ai ce genre de viseur un peu moins cher, 500-600 euros. C'est beaucoup moins précis un arc, hein. Oui, bien sûr. Ça s'appuie pas sur l'épaule. Qu'un fusil, oui, enfin. Je touche une mouche à 20 mètres à tous les coups. À tous les coups. 9 coups sur 10, on va dire. Vous voulez dire que quand on vise à la tête, on sait très bien ce qu'on fait et où on vise. Exactement. En plus, sur l'impossibilité d'identifier le policier, c'est un mensonge énorme. Ce type d'arme, vous savez, j'ai des amis, des connaissances qui sont gendarmes, qui sont policiers, qui sont réservistes. Ils ont leurs armes, mais les munitions ne leur appartiennent pas. Les munitions sont comptabilisées, sont fournies. Quand ils rentrent, ils doivent rendre les munitions. Ce genre d'arme, le LBD, n'est pas personnel, il est attribué à quelqu'un de précis pour une mission bien précise. Donc, attendez, c'est très important. Vous voulez dire en tout cas qu'on sait très très bien, Alexandre, ce que vous dites. On sait très très bien, par exemple, là l'IGPN a dit oui, mais on a classé sans suite parce qu'on ne sait pas qui a tiré. Vous pouvez dire que c'est pas possible. On devrait savoir qui a tiré. Ils savent, c'est recensé, c'est noté, ils savent à qui un LBD a été attribué, ils savent où se trouve la brigade, les personnes, ils le savent. À quels endroits, quel est le parcours qu'elles ont fait même. Et en plus, depuis maintenant quelque temps, un tir d'une arme à feu doit être est remonté. Quand ils utilisent un pistolet, par exemple, ou une carabine, ils doivent rendre les balles. Les balles qui ne sont pas rentrées ont été utilisées. Ils doivent expliquer pourquoi. Et les LBD, c'est pareil. Chaque tir de LBD est remonté au supérieur et comptabilisé. Donc, on sait qui a tiré. Eh bien, écoutez, ceux qui nous écoutent, y compris la mère de Liliane, ce sont des informations importantes et merci de nous les avoir communiquées. De toute façon, c'est une affaire à suivre. Docteur Cron, je voudrais qu'on arrive on arrive un peu à la fin de cette émission. Au fond, la chose, régulièrement, on passe de tout ça, on parle des malaises, on essaie d'inventorer, on fait des diagnostics que vous faites, mais on a l'impression que on veut absolument éviter le remède de cheval. Je me demande si on n'est pas à l'heure où il faut aller vers le remède de cheval. Parce que tout ce que vous dites, on peut le faire, mais il faut des solutions draconiennes et on n'y va pas. Juste en quelques mots. En quelques mots, ça va être très simple, André. Je pense que la vision étatiste actuelle, c'est de lorgner sur les pays
où les cotisations sociales n'existent pas, où c'est payé par l'impôt, les pays nordiques. Comme les pays nordiques sont très disciplinés et qu'ils ne veulent pas avoir trop d'impôts, ils consomment le moins possible de médecins et de médicaments. Il y a une gabegie parce qu'il y a les laboratoires, parce qu'il y a les lobbies, etc. Par exemple, en Norvège, j'en ai parlé lors de la dernière émission, on ne peut aller aux urgences que si on nécessite un transport en ambulance. En France, n'importe qui peut aller aux urgences. Bien sûr. Donc, je pense que l'État copie un système pour faire petit à petit disparaître la médecine libérale que non reconnue, avec le tiers payant généralisé, les quotas, etc. Voilà la conclusion. Je crois que c'est une politique étatique. Merci Bernard Cron. Et merci à vous André Berkoff. On vous retrouve demain dans tous vos états et on vous fait confiance là-dessus à partir de midi. Et puis la journée continue avec les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit aujourd'hui Dave dont l'album sort. Souviens-toi d'aimer, une maxime qu'on pourrait d'ailleurs généraliser. À tout de suite.